et bienvenue. Aujourd'hui, on se plonge dans des chiffres qui étaient, Très attendu. ah oui, très attendus. Les résultats financiers de The Magnum Ice Cream Company TMICC pour l'année 2025. C'est ça. Les documents sont tombés ce matin même, le 12 février 2026. On a donc sous les yeux le communiqué de presse et la présentation aux investisseurs. Tout est frais. Notre mission, c'est vraiment de décortiquer cette toute première année de vie en solo, après une séparation complexe d'avec le géant Unilever. La question est simple. Oui. Est-ce que ce nouveau poids lourd de la crème glacée a réussi son envol? On va aller voir ce que les chiffres racontent vraiment. C'est un moment de vérité, absolument. Ce sont les premiers résultats annuels complets de TMICC en tant que société indépendante. Côté à Amsterdam, Londres, New York. Partout, voilà. Et il faut bien prendre la mesure de l'entité. C'est le leader mondial de la crème glacée. On parle d'un chiffre d'affaires de 7,9 milliards d'euros. 30 usines. Et des marques iconiques. Ah bah oui, des icônes culturelles, hein. Magnum, Ben Jerry's, Cornetto, Zwartbrand. C'est donc un premier bulletin de notes, disons, crucial. Allons-y, plongeons dans les chiffres clés, parce qu'il y a tout de suite quelque chose qui interpelle. Oui, Le chiffre d'affaires pour 2025, 7,9 milliards d'euros, quasiment stable par rapport à 2024, mais, et c'est là que ça devient intéressant, la croissance organique des ventes est excellente. très bonne, oui, plus 4,2%. C'est ça. Elle vient des volumes qui progressent de 1,5% et des prix en hausse de 2,6%. Alors la question est immédiate. Oui. Comment c'est possible? Comment peut-on avoir une croissance interne aussi solide et un chiffre d'affaires déclaré qui, lui, ne bouge quasiment pas? C'est le grand paradoxe de ce rapport, en effet. Et la réponse, en fait, elle tient en deux mots. Taux de change. Ah, Les documents sont très clairs. L'entreprise a subi un impact négatif de 4,3% uniquement à cause des devises. quand même. C'est énorme. Concrètement, le renforcement de l'euro, qui est leur monnaie de reporting, face à la livre turque ou au dollar américain, a littéralement gommé la bonne performance sur le terrain. D'accord. Mais si on gratte un peu plus, l'histoire se complique, parce que le bénéfice d'exploitation, lui, il chute. Assez brutalement, j'ai vu. Oui. On passe de 764 millions d'euros en 2024 à 599 millions en 2025. On a donc une performance de vente solide, mais un bénéfice qui plonge. Hmm. L'explication évidente, c'est le coût de la scission avec Unilever. C'est ça. Mais est-ce que c'est vraiment la seule raison, ou est-ce qu'il y a autre chose qui se cache derrière? C'est la question à 1 million. Et oui, la scission est le coupable principal, clairement. Les documents chiffrent noir sur blanc une augmentation nette de 118 millions d'euros des coûts de séparation et de restructuration. Ce qui est colossal. C'est colossal. C'est le prix à payer pour construire sa propre maison, quoi. Mais il y a un autre élément plus subtil. Les coûts de services transitoires, les fameux TSA. D'accord, les TSA. En gros, ça veut dire que même si TMIC est indépendante, elle continue de payer Unilever pour utiliser leur système informatique, leur service de paie, enfin tout ça, le temps de construire les siens. C'est comme payer un loyer temporaire pour des services essentiels. Exactement. Et tout ça, ça pèse très lourdement sur la rentabilité de cette première année. D'accord, donc une bonne dynamique commerciale qui se heurte au mur des devises et surtout à la facture très salée de l'indépendance. Voilà. Mais cette dynamique, elle vient d'où? Parlant de ce qui fait vendre les marques. Les sources insistent sur le fait que les 4 piliers du groupe tournent à plein régime. Et ce qui est fascinant ici, c'est que ce n'est pas juste « on a vendu plus ». On voit une véritable stratégie d'innovation très agressive derrière chaque marque. Prenons Magnum. Oui. La croissance est forte, tirée par le lancement mondial de Magnum Utopia, mais le plus impressionnant, c'est la vitesse. Il cite l'exemple du Magnum Dubai Chocolate en Turquie. J'ai vu ça, 6 mois, c'est ça. 6 mois entre l'idée et le produit dans les rayons. Pour une nouvelle entité, c'est un signe d'agilité qui est remarquable. Et pour Ben Jerry's, c'est encore plus parlant, je trouve. Plus de 3% de croissance, avec 25 nouvelles combinaisons de saveurs. Oui. Mais l'insight clé ici, ce ne sont pas juste les saveurs. C'est leur attaque sur les formats. Les mini-pots, les formats à partager, les bouchées, ce n'est pas anodin. Non, pas du tout. Ils ciblent le consommateur solo, la petite indulgence sans culpabilité, le snack rapide. C'est une réponse directe à l'évolution de nos habitudes de consommation, bien au-delà du simple pot familial. Exactement. Ils ne vendent plus seulement un dessert, ils vendent un moment pour chaque type de situation. Ils cartographient toutes les occasions de consommation. C'est ça. Et la même logique s'applique ailleurs. Cornetto connaît une forte croissance avec son nouveau cône Max. Là, on joue sur la carte de la premiumisation. Un produit plus élaboré, plus gourmand. Voilà.
Et The Art Brand, donc Walls, a une croissance plus modeste, globalement. Mais elle est portée par l'Asie, ce qui montre que la stratégie géographique est bien en place et fonctionne comme un relais de croissance. Dans la présentation aux investisseurs, j'ai noté une analogie que j'ai trouvée brillante. Ah oui? Ils surnomment la crème glacée le rouge à lèvres des aliments. Qu'est-ce que ça nous dit vraiment sur leur modèle économique? C'est une image extrêmement puissante. Ça fait référence à l'effet rouge à lèvres, cette théorie économique. Oui, qui dit que même en période de crise, Exactement. Même en crise, les consommateurs coupent dans les grosses dépenses, mais continuent de s'offrir de petits plaisirs abordables. le rouge à lèvres pour les cosmétiques? C'est l'exemple type. En se positionnant comme tel, TMIC envoie un message fort aux investisseurs. Notre produit n'est pas un bien de luxe fragile. C'est une petite récompense résiliente, un achat presque anti-crise. C'est un argument de poids pour justifier la stabilité de leur volume. Absolument. C'est très clair. On a donc des marques innovantes et un produit résilient. Mais où est-ce que ça vend le mieux? Comment se répartit cette performance à travers le monde? Alors, la carte du monde de TMIC est très contrastée. D'abord, l'Europe et l'Océanie. Croissance organique solide, 3,3%, et surtout des gains de part de marché. C'est un signal fort sur des marchés matures. Très fort, oui. Au Royaume-Uni, en France, en Espagne. Seule l'Italie est un peu à la peine. D'accord. Et les Amériques? Alors, les Amériques. La croissance est faible, à 0,8%, mais il y a un chiffre capital, ils gagnent des parts de marché aux États-Unis, Ah, pour la deuxième année de suite. Et ça, alors que le marché global, lui, est en berne. C'est un signe de force compétitive. donc ils ne subissent pas le marché, ils le surperforment. Précisément. Mais le véritable réacteur de la fusée TMIC, c'est la troisième région. L'AMEA, Asie, Moyen-Orient, Afrique. C'est ça. Et là, on parle d'une croissance à deux chiffres, plus 10,9%. Ah oui, c'est énorme. La Turquie et le Pakistan sont en surchauffe et des marchés géants comme la Chine et l'Indonésie affichent une très forte croissance. Et ce n'est pas un hasard. Non. C'est le résultat d'investissements ciblés, améliorer la disponibilité en magasin et surtout étendre massivement leur flotte de congélateurs pour être présents partout. C'est un point clé, cette idée d'être partout. Parce qu'on voit bien que la croissance est là, mais elle peut être fragile. Comment compte-t-il faire pour que ça dure? C'est quoi la stratégie de fond? Alors la stratégie, elle repose sur trois piliers. Le premier, on vient d'en parler, c'est accélérer la croissance compétitive via l'innovation et la distribution. D'accord. Le deuxième est crucial pour une entreprise qui vient de prendre son indépendance, débloquer la productivité. C'est un programme massif de 500 millions d'euros d'économie. Pour optimiser toute la chaîne, en gros. Voilà, la logistique, les achats, les frais de structure, apprendre à vivre sans le grand parapluie d'Unilever, quoi. Et ils sont en bonne voie sur ce point? Ils annoncent 180 millions d'économies déjà réalisées en 2025? Exactement, le plan avance bien. Et le troisième pilier ferme la boucle, réinvestir derrière les marques. Ah, Les économies réalisées ne servent pas qu'à améliorer les marges. Elles sont aussi réinjectées en marketing et en innovation, pour alimenter la croissance du premier pilier. C'est le cercle vertueux qu'ils cherchent. d'accord. Alors, avec cette stratégie en place et cette première année mouvementée mais solide sur le plan opérationnel, que prévoit-il pour 2026? Pour 2026, ils restent sur une trajectoire similaire. Oui. Ils visent une croissance organique des ventes entre 3% et 5%, C'est dans la continuité. oui, et une amélioration de leur marge d'EBITDA ajustée. C'est une guidance qui se veut rassurante. Mais, pour bien comprendre les enjeux, il faut revenir à la complexité financière. D'accord. Et il y a un chiffre, un seul, qui illustre le choc de cette transition de manière spectaculaire. Lequel? Le flux de trésorerie disponible, le free cash flow. Oui. En 2025, pour leur première année solo, il est passé à seulement 38 millions d'euros. Pardon, j'ai cru mal entendre. 38 de plus de 800 millions? 38 millions. Mais c'est un effondrement total. On parle d'une entreprise qui vend pour près de 8 milliards de glaces. Comment c'est possible? C'est là qu'une analogie peut aider. Imaginez que vous quittez la maison de vos parents pour prendre votre propre appartement. D'accord. Votre salaire, la performance opérationnelle est toujours le même. Il est même en légère hausse. Mais cette année, votre compte en banque est vide. Pourquoi? Les frais d'installation? Exactement. Vous avez dû payer le déménageur, la caution, l'achat de tous les meubles. Ça, ce sont les 564 millions d'euros de sortie de trésorerie liées à la scission. D'accord. Ensuite, vous avez dû prendre un crédit pour tout ça, et maintenant, vous payez des intérêts chaque mois. C'est la nouvelle dette de 3 milliards d'euros de TMIC. Et il reste les TSA. Et pour finir, vous payez encore à vos parents une partie de leur abonnement Internet le temps d'installer le vôtre. Ce sont les fameux TSA payés à Unilever. Votre salaire est bon?
mais les frais d'installation sont colossaux. C'est ça qui est arrivé au cash flow de TMIC. Exactement ça. Quand on y pense, c'est vertigineux, on voit toujours ces grandes manœuvres financières de l'extérieur, mais ça donne une idée de la complexité monstrueuse que c'est en interne. Absolument. On ne sépare pas un géant comme ça en claquant des doigts. C'est une opération chirurgicale à très grande échelle. Et le flux de trésorerie de 2025, c'est la cicatrice la plus visible. D'accord, alors si on devait synthétiser, quels sont les grands enseignements à retenir de cette première année en solo pour TMIC? Le premier point, c'est que le cœur du réacteur fonctionne bien. La performance opérationnelle est solide, la croissance organique est là. Elle est juste masquée par un brouillard de change et de coûts exceptionnels. C'est ça. Deuxièmement, ce ne sont pas des rentiers. L'innovation est au cœur de la stratégie, elle est visible sur toutes les grandes marques. Ils se battent. Troisièmement, la carte de la croissance est claire, elle pointe vers l'Est et le Sud. La région AMEA comme principal moteur, C'est leur grand relais de croissance, oui. Et enfin, le point peut-être le plus important, qui est 2025 a été une année de transition radicale et coûteuse. Les chiffres financiers, surtout le bénéfice et le cash flow, sont à lire avec cette grille de lecture. Ce n'est pas une année normale. c'est l'année de la construction. C'est la synthèse parfaite. En 2025, TMIC a prouvé que son métier de base, vendre des glaces, est sain, désirable et en croissance. Leur plus grand défi à court terme, ce n'est pas de séduire les consommateurs. Non, c'est de terminer ce chantier. C'est de terminer ce chantier colossal de la séparation d'avec Unilever d'ici 2027 et de maîtriser l'immense complexité financière qui en découle. C'est un point final très clair. Et pour laisser une dernière pensée à méditer, la présentation nous rappelle une donnée fondamentale. Le marché mondial de la crème glacée est non seulement résilient, mais il devrait croître de 3 à 4% par an. Ce qui est une bonne nouvelle pour le leader. En tant que leader mondial incontesté, TMICC est en pôle position pour capter cette croissance. La question fondamentale n'est donc pas de savoir s'ils vont croître. La vraie question, celle qui déterminera le succès de cette scission historique, c'est une fois que la poussière des coûts de séparation sera retombée, à quelle vitesse l'entreprise pourra-t-elle transformer cette croissance du chiffre d'affaires en une croissance vraiment significative de ses bénéfices et, au final, de sa valeur pour les actionnaires? C'est tout l'enjeu des années à venir.